Bien le bonjour, on se retrouve pour un point lecture. Un point lecture, c'est son mini-lecture nombre 2. Donc c'est des petits livres de moins de 100 pages. On a deux au-dessous de 150 et deux de 90 pages à peu près. Donc on va commencer par un livre du fin 19, début 20e siècle, avec la prose du transsibérien et autres poèmes de Blaise Cendrars. Vous voyez, ces petits livres. Alors, on a une partie présentation de l'œuvre et de l'auteur avec des extraits complémentaires au fil du livre et des conseils pour aller plus loin. Vous voyez, il y a des choses comme ça dedans. Vous voyez, groupement de texte. Hop. Ensuite, regardez. Ça, c'est les groupements de texte pour aller plus loin. Hop, vous voyez, vous pouvez même préparer le bac. Vous avez aussi pas mal de vocabulaire en bas de page, hein. Et vous avez des invitations à découvrir d'autres ouvrages. Hop, et un petit glossaire à la fin. Voilà. Pour cette partie-là, c'est un auteur du XXe siècle qui a notamment exploré le thème du voyage et de l'amour. Il serait proche par les thèmes des surréalistes. C'est un auteur qui a beaucoup voyagé, de sa Suisse à la Russie et à New York. Il a participé à la Première Guerre mondiale. Les événements de sa vie ont inspiré son œuvre. Et il ne s'impose pas de limites linguistiques. Est-ce euh, est-ce qu'on peut vous lire un petit passage? Là, on va lire ce petit bout-là. J'étais très heureux, insouciant. Je croyais jouer aux brigands. Nous avions volé le trésor de Golconde et nous allions, grâce au transsibérien, le cacher de l'autre côté du monde. Je devais le défendre contre les voleurs de l'Oural qui avaient attaqué les saltimbanques de Jules Verne, contre les Koungouz, les boxeurs de la Chine et les enragés petits Mongols du Grand Lama. Voilà, une petite idée de son style. Pour les Pâques à New York, il s'est inspiré de deux gourmands. C'est écrit en vers deux par deux. Blaise s'est inspiré aussi des saints de l'Église, et très fortement. Toutes les trois lignes, il y avait un passage sur le sujet. Est-ce qu'on a un petit extrait là? Voilà, la première page. Voyez? Avec les notes de bas de page. Et là, je vous parlais de gourmand. Voilà. Ensuite, pour le Panama, il a un lien avec ce pays depuis son enfance et avec la bourse qui a craché. On a un bouleversement dans sa vie. Il fait plein de références. On écrit en vers libre. On part du Panama pour parler de poésie et de diverses religions. On a la prose du transsibérien avec une carte de la Russie. Il nous parle avec des notes. Voilà. L'Empire russe. Vous voyez? Le trait noir, c'est le trajet du transsibérien. Avec toutes les villes qu'est-ce qu'il parcourt.
des petites notes, hein. Vous voyez, là, ça fait la moitié de la page. Je vais pas vous en montrer plus, sinon je vais tout vous spoiler. Donc, on nous parle dans les notes des dates de construction des rails. On est au fin fond de la Russie, mais on parle de Montmartre, aussi bien que de la Patagonie. Donc, c'était assez intéressant. Vous voyez, j'ai marqué quelques pages en haut, j'ai marqué un petit peu en bas. C'est significatif, hein. Vous allez voir. Parce que quand ça me plaît pas du tout, le livre, il a pas droit à ce traitement-là, hein. Ensuite, on passe avec Breton, manifeste du surréalisme. Lui aussi, il a eu ses petits papiers. Donc, on a une préface avant les deux manifestes. C'est pour ça qu'il y a un S, il n'y a pas eu qu'un seul manifeste. Voir un troisième. Le texte date de 1924. Il y parle beaucoup de la vie. 6 ans plus tard, il écrit son deuxième manifeste. On a une partie avant-après. Est-ce que je vais réussir? Oui, voilà. Ça se déroule comme ça, si vous voulez. Il y a la moitié de la page qui est perdue, mais bon. Des choses comme ça. Voilà. Avec des petits mots écrits par des proches de Breton. À la fin, on a une introduction à un possible troisième manifeste datant de 1942, où Breton parle de l'humanité de l'homme. Il parle de ses inspirations. On a aussi datant de 1953 un dernier texte sur le surréalisme, où il parle d'écriture automatique. Il s'inspire entre autres de Schopenhauer. On va le retrouver. On a le manifeste du surréalisme. Il parle de liberté, d'imagination. Il n'aime pas le réalisme et le critique fortement. Il manifeste son engouement sur le merveilleux. Il définit le surréalisme. Est-ce que je l'ai noté là? Oui. Voilà. Si vous voulez faire pause. Il définit le surréalisme. Le deuxième manifeste, il y a une valorisation de la violence. Il tire tout ce qui n'est pas réaliste ou fou. Ok. Voilà. Et comme vous voyez, c'est un livre assez intéressant. J'ai marqué pas mal de petites pages. Ensuite, Chopie. On part avec Chopie. Le monde comme volonté, comme représentation, livre 1 et 2. C'est un commentaire de Vincent Stanek. C'est pas... C'est pas le gros pavé qui est là. Hein? Ceci, c'est juste un commentaire. Et moi, j'ai fait un commentaire de commentaire. Donc, on commence avec une liste des abréviations et une introduction générale. Et on termine par une bibliographie. Le monde comme volonté, comme représentation, n'est pas un système. Il parle de la théorie de la connaissance, de la métaphysique, de l'esthétique et de la morale. On parle de son inspiration tirée de Kant. On va beaucoup parler de Kant et je pense que je vais devoir lire pas mal de Kant avant de m'attaquer au gros des œuvres de Chopie. Alors, livre 1, Le monde comme représentation. On a un plan du livre.
Voilà. Voyez. La théorie de la représentation est inspirée de Kant. Il n'y a plus deux formes de l'intuition, l'espace et le temps, mais trois, l'espace, le temps et la causalité. La représentation est le premier fait de la conscience dont la forme primitive et essentielle est le dédoublement du sujet et de l'objet. Elle est due à la connaissance. Il faut distinguer les objets de la volonté ou des idées. Idée avec un I majuscule, pardon. Je l'ai bien pris. Il y a une conscience de soi et une conscience des autres choses. Schopenhauer est un idéaliste des faits de la conscience. Il y a deux affirmations fondamentales. La première, que la représentation intuitive comprend le monde visible ou l'expérience en général. La seconde, que les éléments du temps et de l'espace représentent les lois de toute expérience possible. La connaissance a un lien avec le temps. Pour Schopenhauer, toute intuition est intellectuelle. Le livre n'est pas qu'un commentaire du monde, on va au-delà. Parce qu'il y a une critique par rapport à la manière dont Schopenhauer a compris Kant, si vous voulez, entre autres. Dans le livre 2, Le monde comme volonté, si une chose doit être, elle doit l'être selon les lois de la représentation. Tout acte de notre volonté est également un mouvement de notre corps. On parle de l'intimité et de l'âme. Voilà. Après, comme vous le voyez, ça a été un livre qui m'a bien parlé. Et là, on va parler de la catastrophe de ce point lecture. Un livre que j'ai pas aimé et qui aurait fait 100 pages de plus, je pense que j'aurais sérieusement abandonné. Je vais arrêter de lire cette autrice parce que si je dois attendre d'avoir de la chance et de tomber sur le bon livre à chaque fois que j'essaie de la lire, ça va pas le faire. Un livre est potable ou bof, un livre est bien, et ainsi de suite. C'est pas fou. On parle d'Amélie Nothomb, journal d'Hirondelle. En plus, la couverture est complètement moche. J'aime pas du tout. Et c'est c'est un livre qui va pas rester. Je vous le dis direct. Enfin, de toute façon, vous l'avez vu, hein, y a rien qui dépasse. Hein. Tant les trois autres, y a des choses qui m'intéressent dedans, mais lui, non. Alors, on parle de chagrin d'amour, de vie, de mort, de musique, de Radiohead, entre autres, surtout. Le personnage n'a plus toute sa tête. Il y a des références culturelles. On va dans les dérives de la violence. Il n'y a pas de tendresse au niveau des femmes. Alors, c'est une femme qui écrit, mais quand elles sont quelque peu enrobées, elles se font traiter de thon. D'accord? Je suis peut-être mince, mais bon, quand même. On peut dire d'autres mots. On peut dire qu'elles sont rondes, enveloppées, qu'elles ont des rondeurs. Mais des thons, c'est quoi ce délire? Voilà. Ça a été publié dans les années 2008, hein, quand même. Hein. Donc c'est assez récent quand même. Hein. C'est une femme qui écrit par rapport à des femmes. Ok? Non mais il n'y a pas grand-chose qui va là-dedans.
On a un amateur de musique expérimentale pour du meurtre expérimental. Il n'y a aucune humanité dans ce livre. Le titre du livre vient d'une hirondelle qui est venue mourir chez le tueur en série. Le tueur sur gage. Voilà. Alors on a le journal d'Hirondelle à la fin. Et il appelle la jeune fille. Si vous voulez, il a eu à tuer une famille dans le livre. Il a récupéré le journal de la jeune fille de cette famille qu'il a dû tuer. Et ne sachant pas son prénom, et vu qu'il y a une hirondelle qui est venue se tuer derrière sa télé, il a appelé la jeune fille Hirondelle. Voilà. Et parce qu'il a fait des petites gaffes, enfin une petite gaffe par rapport à son emploi de tueur sur gage, il est obligé de fuir parce que ses chefs veulent sa peau. Génial. Voilà. Mais il a pas peur de tuer des femmes, des hommes, des enfants. Alors chez la famille, il tue un enfant de 5 ans, un de 10, une gamine, une femme qui se repose. Il les connaît pas et il les tue sans problème. Aucun état d'âme. Aucun. Heureusement que c'est un livre que j'ai acheté d'occasion. Acheté ou trouvé d'occasion, du moins. Parce que neuf, voilà. Donc j'arrête de lire Amélie Nothomb. À moins de retrouver un livre digne de biographie de la faim ou de ce genre-là. Hein. Mais là, j'ai ramé pour le lire. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, de commenter, liker, vous abonner, booster, partager. Je vous souhaite une bonne journée. À bientôt.